milieu aquatique. Donc ce sont des vertébrés qui sont très adaptés à la vie en milieu terrestre, sec. Bon, quand vous parlez, il y a des interférences. Et ça crée un flou. Voilà. Quand vous êtes sage et calme comme ça, je pense je pourrais être audible et compréhensible. Bon, donc je disais que les reptiles, ils formaient le premier groupe de vertébrés à s'être complètement affranchis du milieu aquatique. Alors ces reptiles étaient très abondants, étaient représentés dans le secondaire par de nombreuses espèces. C'était le groupe de vertébrés le plus abondant, mais qui par la suite a connu une vaste extinction. Et dans la nature actuelle, vous avez une faune reptilienne à l'état relictuel. Alors, à l'ère secondaire, qui était l'ère des reptiles, les reptiles peuplaient tous les milieux terrestres, aquatiques et aériens. Je vous ai présenté quelques spécimens, quelques exemples de reptiles dans chacun de ces trois milieux. Mais la faune reptilienne de ces milieux était beaucoup plus diversifiée que je ne le laisse ici pressentir. Dans la nature actuelle, on peut considérer deux grands groupes de reptiles. Il y a des reptiles qui ont une allure de crocodile et d'autres qui ont une allure non crocodilienne. Les reptiles qui ont une allure de crocodile forment l'ordre des crocodiliens, qui comporte la famille des crocodilidés, qui est une famille africaine, et dans laquelle vous avez le crocodile du Nil. Vous avez la famille des alligatoridés qui renferment le caïman, et le caïman est américain. Il ne faut pas penser que les caïmans sont africains, mais ils sont plutôt américains. Et la famille des gavialidés qui renferme le gavial du Gange, qu'on appelle Gavialis gangeticus, et c'est la seule espèce de la famille qui vit en Inde. En dehors de ces familles qui forment l'ordre des crocodiliens, vous avez les reptiles non crocodiliens. Les reptiles non crocodiliens, ce sont les autres reptiles. Alors ces autres reptiles, on avait cité un certain nombre de reptiles dans ce groupe. Parmi les reptiles actuels, vous avez les chéloniens. Les chéloniens, ce sont les tortues. Vous avez aussi les rhinocéphales. Les rhinocéphales avec le sphénodon punctatus, qui est la seule espèce d'ailleurs du groupe de rhinocéphales. Vous avez aussi les sauriens. Dans les sauriens, c'est là que vous avez les familles, les géconidés, qui renferment les geckos. Vous avez aussi les agamidés qui renferment les sindars. Vous connaissez les sindars. Il y a les caméléonidés avec le caméléon, le kakata. Ça aussi vous connaissez. Vous avez les syncidés. Les syncidés, vous avez aussi en Wolof ce qu'on appelle les yaltes. Les yaltes qui apparaissent souvent en période d'hivernage et qui présentent des flancs un peu colorés. C'est des animaux fuisseurs. Alors le plus souvent, on ne les voit que pendant ces périodes-là. Et vous avez aussi les varanidés, les varans de terre, les meutes, les varans du Nil, ce qu'on appelle les barques, etc. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des sauriens. Alors vous avez aussi les ophidiens. Les ophidiens, ce sont les serpents. Parmi les serpents, il y a certains qui sont inoffensifs pour l'homme et qui sont essentiellement des insectivores. Vous avez la famille des typhlopidés et celle des leptotyphlopidés. Ce sont deux familles qui renferment des serpents insectivores. Et à côté de ces deux familles de serpents insectivores, vous avez 4 autres familles de serpents dans lesquelles on a qui présentent un certain danger. Parce que il y a la famille des boïdés d'abord, qui renferme des serpents constricteurs, c'est-à-dire qui s'enroulent autour de leur proie, qui les étouffent avant de les avaler. En général,
ils vont cracher beaucoup de salive sur la paroi et ensuite ils avalent la proie. Dans ces serpents, on avait les deux sous-familles, les boïnés et les pythonidés. Les boïnés renfermaient les pythons de Séba, et il y a d'autres espèces, python royal, etc. Il y a les boïnés et les pythonidés. Donc ce sont des serpents en général qui sont constricteurs. À côté de ces serpents constricteurs, vous avez des serpents non constricteurs qui appartiennent à trois familles: les colubridés, les élapidés et les vipéridés. Alors dans ces serpents, il y a du venin. Alors le venin est injecté à la victime par le biais de crochets. Et ce sont des crochets qui renferment, qui contiennent chacun un canal. Un canal qui est en relation avec la glande venimeuse. Et donc, après la morsure, vous avez donc possibilité au venin de passer par ce canal décroché pour être injecté dans la circulation sanguine de la victime. Alors ces crochets peuvent avoir des positions variées suivant les espèces. Dans certains cas, vous avez les crochets qui sont situés en arrière des dents pleines. Ce sont les serpents opistoglyphes. Parmi les colubridés, il y a des colubridés aglyphes et d'autres qui sont des opistoglyphes. Parmi les colubridés opistoglyphes, vous avez donc la possibilité, par exemple, on avait cité le cas de Psamophis sibilans, le honk. Donc il y a des crochets qui sont dans le fond de la bouche et le venin dans ce cas-là n'est inoculé à la proie que quand celle-ci est fortement engagée dans la bouche. Vous avez aussi les crochets qui peuvent être en avant, des maxillaires. Alors il y a des serpents qui sont dits solénoglyphes et d'autres qui sont des protéroglyphes. Dans le cas des protéroglyphes et des serpents solénoglyphes, les crochets sont situés à l'avant des maxillaires. Mais chez les protéroglyphes, les dents sont fixes. Chez les solénoglyphes, ce sont des dents mobiles. Et en général, dans le cas des solénoglyphes, quand il y a une morsure, vous avez les dents qui sont laissées aussi dans la morsure. Alors j'avais fait une petite parenthèse pour parler un peu des venins, les venins des serpents. Ce sont des substances toxiques en général et qui peuvent avoir des effets variés aussi suivant leur nature. Il y a certaines substances qu'on dit neurotoxiques, des neurotoxines, qui ont une action élective sur le système nerveux central et qui en général peuvent entraîner des paralysies, notamment des muscles respiratoires, et entraîner la mort des victimes. Vous avez aussi d'autres substances telles que les hémotoxines et les histotoxines qui sont des substances souvent associées et qui vont entraîner la lyse des cellules et aussi des tissus et qui créent ce qu'on appelle une hémorragie interne. Vous voyez qu'il y a une hémorragie interne, là aussi ce n'est pas une situation qui est viable et en général ça entraîne aussi la mort. Vous voyez que les serpents sont très dangereux pour la plupart, du fait de leur venin qui renferme des substances très toxiques. Et ces substances toxiques peuvent entraîner des hémorragies internes ou alors entraîner une paralysie des muscles respiratoires. Alors quand on est mordu par un serpent, il y a un certain nombre de précautions, de dispositions à prendre pour essayer de sauver la victime. On a essayé d'énumérer un certain nombre de dispositions. Donc, si vous avez une victime, donc pensez à appliquer peut-être les dispositions, si ce n'est pas toutes, peut-être que quelques-unes pourraient être utiles pour sauver la personne. Bon, ça c'est un rappel de ce qu'on avait essayé de faire hier. Maintenant, on va poursuivre notre chemin. Et donc, dans cette systématique des reptiles à côté des serpents et des sauriens, on avait dit qu'il y avait aussi le sous-ordre des amphisbéniens. Alors, ces amphisbéniens,
sont des reptiles vermiformes, fouisseurs, insectivores, généralement apodes avec des yeux atrophiés. Alors chaque fois qu'on parle d'animaux fouisseurs, vous voyez ici, le fait de rester enfoui dans le sol, dans la terre, fini, ça entraîne souvent une atrophie des yeux, parce que les yeux, à force de ne pas les utiliser pendant longtemps, eh bien, les animaux finissent par perdre la capacité de voir les choses. Donc, ils deviennent aveugles. Environ, oui. Les fisseurs, alors le fait qu'ils soient aveugles, est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis secondairement? Ou bien est-ce qu'à l'origine, ils étaient comme ça? Je pense que c'est quelque chose qui est acquis secondairement. C'est lié aussi au mode de vie. C'est lié au mode de vie. Parce que quand un organe n'est pas utilisé, à force de rester inactif, non utilisé, l'organe finit par perdre sa fonction. Les yeux, c'est pour voir. Mais si vous fermez indéfiniment les yeux, vous finissez les yeux finissent par perdre cette fonction des yeux. Ces animaux qui sont enfouis dans le sol, ou bien qui sont dans les fonds marins, qui vivent en permanence dans l'obscurité, ils finissent par ne plus avoir cette nécessité de voir, d'utiliser les yeux. Les yeux finissent par perdre leur fonction. C'est un peu ça. Donc ça, c'est lié en général au milieu de vie, au mode de vie des animaux. Alors donc, ici, les amphibéniens, on les appelle les serpents à deux têtes. En fait, ils n'ont pas deux têtes, mais ils ont des facilités de déplacement dans un sens comme dans l'autre, presque les mêmes capacités. Ils vivent dans le sol, sous les feuilles mortes. Ils sont fréquents dans les termitières et les fourmilières, et on les trouve en général dans les régions chaudes et humides du globe. Voilà, de façon un peu ramassée, les différents taxons de squamata. Maintenant, il y a à côté de ces deux sous-classes, c'est-à-dire les anapsidés qui n'ont pas de fosse temporale et les lépidosauriens qui présentent deux fosses temporales, vous avez aussi la sous-classe des synapsidés. Les synapsidés, ce sont des fossiles. C'est des fossiles caractérisés par la présence d'une paire de fosses temporales en position basse. Une paire de fosses temporales en position basse. Là aussi, parce qu'on a constaté aussi qu'il y a d'autres reptiles qui présentent une paire de fosses temporales, mais cette fosse temporale, cette paire, peut être en position haute, contrairement à ce que l'on observe ici dans le cas des synapsidés. Voilà. Bon, je te rappelle, je suis en cours. Alors donc ici on va distinguer deux ordres, les pélicosauriens et les théapsides. Les pélicosauriens qui ont existé du Carbonifère supérieur au Trias inférieur et qui seraient à l'origine des archosauriens. Les théapsides qui seraient à l'origine des mammifères, qui seraient un peu le groupe ancestral pour les mammifères. Vous voyez ici, ce sont deux groupes quand même assez importants. Parce que tout à l'heure, on a parlé des lépidosauriens comme ayant deux paires de fosses temporales, mais vous avez aussi les archosauriens qui vont avoir aussi deux paires de fosses temporales et qui sont tous fossilisés. Mais ces archosauriens auraient comme groupe ancestral les pélicosauriens
et les théapsides seraient le groupe ancestral des mammifères. Les mammifères dans l'homme. Donc si on remonte le temps, évidemment, tous les mammifères devraient avoir comme groupe ancestral celui des théapsides. Des théapsides. Alors ensuite, vous avez la sous-classe des archosauriens. Bon, c'est une sous-classe qui dériverait des cotylosauriens, des pélicosauriens. Cette sous-classe renferme des reptiles adaptés à tous les milieux. Des reptiles adaptés à tous les milieux. Donc, vous voyez, c'est tous ces reptiles qui sont en réalité sur ces pages. Ce sont des reptiles qui sont dans les trois milieux. Donc quand on prend les archosauriens, il y a des représentants de ce groupe dans chacun de ces trois milieux. Aquatique, terrestre, aérien. Ils représentent deux paires de fosses temporales comme chez les lépidosauriens. Mais à la différence des lépidosauriens, ils présentent une fenêtre antéorbitaire et sont dépourvus de dents palatines. Donc on avait dit déjà dans le cas des lépidosauriens que ce sont ces deux caractères-là qui les opposaient aux archosauriens. Donc il n'y avait pas de fenêtre antéorbitaire et il y avait absence de dents palatines dans le cas des lépidosauriens. Ici, on a une fenêtre antéorbitaire et il y a absence de dents palatines. Les archosauriens présentent un certain nombre d'ordres, parmi lesquels vous avez l'ordre des crocodiliens, donc qui est un peu le seul ordre actuel. Donc quand vous regardez bien les tableaux que j'ai donnés, les tableaux récapitulatifs de la systématique des reptiles, alors j'ai cité comme sous-ordre dans l'ordre des archosauriens, vous avez les décodontes, les crocodiliens, les sauristiens ou sauripelviens, les ornithischiens ou avipelviens et les ptérosauriens. Bon, les thécodontes, ils sont les plus primitifs et les plus anciens des archosauriens. Ils dérivent des pélicosauriens et ils seraient à l'origine des autres archosauriens. Ils sont connus seulement au Trias. Donc c'est un groupe qui est apparu au Trias et qui a disparu au Trias. Donc c'était au début de l'ère secondaire. Bon, quand je parle de toute cette subdivision des aires géologiques, je pense que vous connaissez. Donc, vous voyez que je ne vous apprends rien. Je sais que vous connaissez toutes les aires géologiques, avec même les subdivisions de chacune des aires géologiques. Donc, c'est des choses que vous connaissez déjà avec vos cours de géologie. Donc, chaque fois que je parle par rapport à une aire géologique, je sais que quand je parle du Trias, vous vous situez déjà dans le temps, du Trias, du Jurassique, du Crétacé, du Paléocène, de l'Oligocène, du Miocène, du Pléistocène, etc. Donc vous vous situez. Alors, donc, deuxième ordre, c'est celui des crocodiliens. Et vous voyez que parmi les archosauriens, ce sont seulement les crocodiliens qui renferment des formes actuelles d'archosauriens. Alors tout à l'heure, je vous avais dit que les crocodiliens, c'était trois familles, Crocodilidés, Alligatoridés et Gavialidés. Ces crocodiliens sont connus
du Trias à nos jours. Du Trias à nos jours. Ils sont issus des técodontes. Ils présentent un squelette dermique épais, un museau allongé, un palais bien développé. Ils sont adaptés à la vie aquatique avec des pattes palmées et des yeux. Alors les narines et les oreilles sont placées vers le dessus de la tête. Bon, ça aussi c'est des caractères d'adaptation à la vie en milieu aquatique. Il y a les pattes qui sont palmées, il y a aussi les oreilles, les yeux et même les narines qui sont situées au-dessus de la tête. Donc ça fait que l'animal il peut rester dans l'eau, mais donc caché, mais tout en regardant, tout en ayant aussi la possibilité de voir ce qui se passe dans les alentours. Alors ici, la queue est aplatie latéralement. Les poumons à structure alvéolaire complexe, cœur à 4 cavités séparées imparfaitement entre les 2 crosses aortiques au départ du cœur. Donc ces 2 crosses aortiques, au départ du cœur, présentent un orifice de communication qu'on appelle le foramen de Panizza. Panizza étant un auteur qui a été à l'origine de la mise en évidence pour la première fois de l'existence de cet orifice. Les crocodiliens sont des carnivores. Ils se nourrissent de poissons et d'animaux terrestres. On l'a vu, hein, les crocodiles qui s'attaquent à beaucoup d'animaux terrestres. Il y a des oiseaux, il y a des mammifères, il y a beaucoup d'autres vertébrés terrestres qui font l'objet d'attaques par les crocodiliens. Ils sont ovipares, pondent des œufs. Et en général, ils mènent une vie amphibie dans les régions tropicales. Alors maintenant, il y a 3 familles, les crocodilidés, les alligatoridés et les gavialidés. Les crocodilidés renferment 13 espèces. Bon, je ne vous ai pas cité les 13 espèces. Alors la particularité de chacune de ces espèces, c'est de présenter au niveau de la mâchoire inférieure une 4e dent qui est visible quand la gueule est fermée. La 4e dent de la mâchoire inférieure est visible quand la gueule est fermée. La 5e dent de la mâchoire supérieure est la plus forte. Bon, ça aussi, vous pourrez voir ces aspects-là dans les échantillons de la collection de l'IFAN. Vous verrez des crânes de crocodiliens, et sur ces crânes, vous allez pouvoir observer les dents. Vous verrez que la 4e dent de la mâchoire inférieure n'est visible que quand la gueule est fermée et que la 5e dent de la mâchoire supérieure est la plus forte. Donc vous verrez ça. Au niveau des crocodilidés, vous verrez que la 5e dent de la mâchoire supérieure est la plus forte et que la 4e dent de la mâchoire inférieure est visible quand la gueule est fermée. Bon, on pourra faire la différence avec les alligatoridés parce que chez les alligatoridés, la 4e dent de la mâchoire inférieure n'est pas visible quand la gueule est fermée et la 4e dent de la mâchoire supérieure est la plus forte. Vous voyez donc ces 2 familles qu'on peut vraiment nettement séparer. Le caïman peut être séparé facilement du crocodile parce que, vous voyez ici, dans le cas du caïman, la 4e dent de la mâchoire inférieure n'est pas visible quand la gueule est fermée et la 4e dent de la mâchoire supérieure est la plus forte. Alors que dans le cas des crocodiliers, c'est la 5e dent de la mâchoire supérieure qui est la plus forte. Bon, chez les crocodilidés, vous avez 2 genres, Crocodylus et le genre Osteolaemus. Le genre Crocodylus renferme 11 espèces qui vivent en Amérique, en Afrique, en Asie et en Australie et dont la taille est comprise entre 4 et 7 mètres. Crocodile niloticus, c'est le crocodile commun d'Afrique qui peut atteindre 7 mètres, dont le régime est varié, alimentaire est varié. Il y a le Crocodylus cataphractus, qui est le crocodile à museau étroit d'Afrique, qui peut faire jusqu'à 4 mètres et qui est piscivore. Bon, ça, vous trouverez ça aussi à l'IFAN. Deuxième exemple de crocodilidé, c'est Osteolaemus tetraspis, qui est le crocodile à museau court d'Afrique,
donc qui peut atteindre 1,80 m, se nourrit de poissons, d'amphibiens et de fruits. Alors, donc, dans la famille des alligatoridés, vous avez le genre caïman qui vit en Amérique et qui peut atteindre 6 mètres. Et enfin, la troisième famille des crocodiliens, c'est la famille des gavialidés qui renferme une seule espèce à museau très long et très fin, qu'on appelle le gavial du Gange, dont le nom scientifique est Gavialis gangeticus. Cette espèce peut être trouvée en Inde, mais aussi en Birmanie. Elle peut atteindre 7 mètres. En général, c'est une espèce inoffensive pour l'homme et qui se nourrit généralement de poissons. Mais les autres familles, les espèces des autres familles peuvent attaquer l'homme. Les alligatoridés et les crocodilidés renferment des espèces qui peuvent attaquer l'homme. Alors, troisième ordre de sauriciens, ordre d'archosauriens. Plutôt troisième. Le troisième ordre, de la sous-classe des archosauriens est celui des saurischiens ou sauripelviens. Ils étaient regroupés avec les ornithischiens sous le nom de dinosaures. En fait, il s'agit de ces reptiles terrestres. Sur cette page portant les reptiles fossiles, vous avez les reptiles qui sont en haut, que l'on appelle des dinosaures. Il y a les ornithischiens, il y a les saurischiens et les ornithischiens. Les ornithischiens ont un bassin de type oiseau et vous avez ici les saurischiens qui ont un bassin de type reptilien. Et ce sont ces deux groupes qu'on réunissait sous le nom de dinosaures ou de dinosauries. Donc, les saurischiens étaient regroupés autrefois avec les ornithischiens sous le nom de dinosaures. C'est un terme encore couramment utilisé, mais qui n'a plus de valeur systématique. Alors tous se sont éteints à la fin du Crétacé. Les saurischiens ont un bassin de type reptile. Bon, là aussi, vous avez deux sous-ordres, les sauropodes et les théropodes. Les sauropodes vivaient, comme les théropodes d'ailleurs, vivaient du Trias au Crétacé. Les sauropodes étaient des quadrupèdes de grande taille, avec une queue longue, un cou long, une petite tête. C'était des herbivores et les sauropodes étaient les plus grands animaux terrestres ayant existé. Et on peut citer un certain nombre d'exemples. Nous avons les genres Brontosaurus, Brachiosaurus et Diplodocus. Alors je vous ai présenté un peu le genre Diplodocus. Ces reptiles mesuraient entre 20 et 27 mètres de long et pouvaient perdre jusqu'à 80 tonnes. Oui, c'est beaucoup. Donc c'était des animaux vraiment géants. Alors vous avez le sous-ordre des théropodes qui ont été contemporains aux sauropodes, donc qui ont vécu du Trias au Crétacé. Et là, l'arrière-train est plus développé que l'avant du corps. Bon, l'arrière-train est plus développé que l'avant du corps. On constate l'inverse chez certains mammifères, en particulier chez l'hyène. L'hyène
l'arrière-train est plus basse que l'avant du corps. Les membres postérieurs sont adaptés à la course bipède. Les membres antérieurs sont réduits et armés de griffes. C'étaient des carnassiers puissants prédateurs. Et comme exemple, nous avons les genres Ceratosaurus et Tyrannosaurus. Donc vous avez la silhouette de Ceratosaurus, donc ici, qui illustre bien les caractères du sous-ordre. Alors vous avez les Tyrannosaurus en particulier, qui étaient les plus puissants carnassiers ayant existé, qui mesuraient 15 mètres de long, 6 mètres de haut, et qui avaient des dents qui avaient donc vous voyez des dents de 15 à 20 cm. Vous voyez, c'est énorme. Hein? Des dents aussi longues. Hein? Vous voyez, vous imaginez. Hein, donc c'était de redoutables carnassiers. Alors les ornithischiens, ou encore avipelviens, c'est le 4e ordre d'archosauriens. Alors ils étaient les plus évolués, ils étaient plus évolués que les saurischiens, en ce qu'ils présentaient un bassin de type oiseau. Hein? Les autres avaient un bassin de type reptilien, eux ils avaient un bassin de type oiseau, donc ils étaient de ce point de vue plus évolués que les précédents. C'était des herbivores et le groupe était assez homogène et était réparti en 3 sous-ordres: les ornithopodes, les stégosauriens et les cératopsidés. Bon, tout ça c'est des fossiles. Les ornithopodes ont existé du Jurassique au Crétacé. C'était des bipèdes. C'était des bipèdes. Ils utilisaient les membres postérieurs, les pattes postérieures dans leur déplacement, mais ils avaient aussi des membres antérieurs, mais qu'ils ne mettaient pas au sol, qu'ils ne posaient pas sur le sol. Donc quand ils se déplaçaient, ils avaient les membres postérieurs et ils s'aidaient de la queue. Ils utilisaient la queue comme appui. Et donc finalement, ils avaient une position un peu verticale, une station verticale quand ils se déplaçaient. Donc ils avaient un peu l'allure des kangourous. Hein. Donc ils utilisaient les membres postérieurs et la queue, hein, et ils restaient dans une position verticale, hein, pour se déplacer. Alors nous avons comme exemple, évidemment parmi les ornithopodes, vous avez l'exemple de Iguanodon qui pesait entre 8 et 10 mètres de long et 5 mètres de haut. Donc vous avez ici la silhouette des iguanodons. Vous voyez que les membres antérieurs sont courts et les membres postérieurs sont très développés. Donc ils utilisaient la queue et les membres postérieurs dans leur déplacement. À côté des ornithopodes, vous avez les stégosauriens. Les stégosauriens qui aussi ont existé du Trias au Crétacé, donc qui sont apparus un peu avant les ornithopodes, mais qui ont disparu au même moment. C'était aussi des quadrupèdes recouverts d'une armature constituée de plaques d'écailles et d'épines. Le cerveau était très petit. Et comme exemple, on peut citer les genres Stegosaurus et Ankylosaurus qui mesuraient respectivement 9 et 5 mètres de long. Bon, vous avez aussi, pour illustrer les ornithopodes, vous avez l'exemple, pour illustrer les Stegosaurus, vous avez l'exemple de Stegosaurus. Hein, vous avez là un exemple, hein, vous voyez les écailles, hein, les plaques qui sont rangées sur le dos, et ça ce sont des caractères assez spécifiques aux stégosauriens. Et enfin, vous avez le sous-ordre des
des cératopsidés. Ces cératopsidés, on les appelle aussi des dinosaures cornus. Et ils ont vécu seulement au Crétacé. Donc ils sont apparus au Crétacé et ils n'ont pas survécu au Crétacé. C'était aussi des quadrupèdes à tête énorme, munis de cornes et d'un bec. Vous avez le genre Triceratops qui peut mesurer entre 7 et 8 mètres de long. Le genre Ceratosaurus, Triceratops. Donc vous avez aussi un exemple qui illustre les caractères du sous-ordre. Dans l'ordre des ptérosauriens, toujours parmi les archosauriens, on avait des reptiles volants. Des reptiles volants, mais qui ont existé du Trias au Crétacé. Leurs membres antérieurs étaient spécialisés pour le vol grâce à une membrane alaire. Donc les membranes alaires, c'était des membranes qui étaient tendues entre la paroi corporelle et les membres antérieurs, comme on l'observe actuellement chez les chauves-souris. Dans les chauves-souris, vous avez une membrane qui est tendue entre les membres antérieurs et les membres postérieurs, mais ici, c'est une membrane aussi qui est collée sur la paroi du corps. Et donc, ça c'est des adaptations au vol. Oui, professeur Bob. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Ça va. Wow, je serai candidat, Inch'Allah. Je serai candidat. Wow, dinaa nekk candidat. Peut-être que ça sera ma dernière candidature parce que... Wow. D'accord, merci beaucoup. Wow, d'accord. Ok, merci. D'accord, ok, merci. Bon, c'est des choses qui arrivent. Alors ensuite, vous avez l'ordre des ptérosauriens. Dans cet ordre des ptérosauriens, parmi les archosauriens, on avait des reptiles volants. Et ces reptiles volants sont apparus au Trias et ont disparu au Crétacé. Ils avaient des membres antérieurs spécialisés au vol grâce à une membrane alaire. Ils étaient assez légers grâce à la présence d'os pneumatiques dans leur corps. Les os pneumatiques, ce sont des os sans moelle. Vous voyez. Donc quand il n'y a pas de moelle osseuse, les os deviennent assez légers. Et c'est ce caractère-là qu'on va retrouver aussi chez les oiseaux qui sont aussi des vertébrés adaptés au vol. Dans les oiseaux, il n'y a pas de moelle osseuse. Et le fait de ne pas avoir de moelle osseuse, ça allège le poids du squelette. Donc c'est un caractère d'adaptation au vol. Donc vous voyez ici, dans ces reptiles volants, on avait des os pneumatiques. Et comme exemple, nous avons les genres Rhamphorhynchus, les genres Pterodactylus et le genre Pteranodon. Bon, vous avez les illustrations pour ces trois genres. Les Rhamphorhynchus avaient des dents et une envergure d'environ 1,60 m. Vous avez aussi les Pterodactylus qui étaient très communs à l'époque et de ce genre qui comportait plusieurs espèces. Et enfin, le genre Pteranodon qui renfermait des espèces qui pouvaient avoir jusqu'à 7 mètres d'envergure. 7 mètres d'envergure, c'est la distance que on peut mesurer entre les extrémités des deux ailes déployées. Et les pteranodons étaient
les plus grands des oiseaux volants, des animaux volants ayant existé. Ce n'étaient pas des oiseaux, c'était des reptiles. Et vous voyez qu'ici, pour tous ces reptiles, il y a des dents dans la bouche. Il y a des dents. Et quand on va passer des reptiles aux oiseaux, les premiers oiseaux aussi qui apparaissent avaient gardé les dents, qui sont des caractères reptiliens. Et ils constituaient en quelque sorte le groupe de passage entre les reptiles, avec des dents et des écailles sur l'ensemble du corps, et les oiseaux qui vont avoir plus tard des plumes, mais qui vont être dépourvus de dents, mais ils vont garder quand même les écailles au niveau des pattes, qui sont des caractères reptiliens. Donc ça montre qu'effectivement, il y a des liens phylogénétiques entre les différents groupes de vertébrés. Alors ensuite, vous avez, à côté de la sous-classe des archosauriens, la sous-classe des parapsidés ou ichthyoptérygiens, qui comporte un seul ordre fossile, les ichthyosauriens. C'étaient des animaux marins extrêmement spécialisés qui avaient des fosses temporales parapsides, c'est-à-dire une paire en position haute. Tous sont devenus des fossiles et ces animaux ont vécu du Trias au Crétacé. C'était des carnivores qui se nourrissaient surtout de céphalopodes. Les céphalopodes, les sèches, Sepia officinalis. Il y avait, ils se nourrissaient essentiellement de ce groupe de mollusques. Ils avaient un corps hydrodynamique, de forme hydrodynamique, c'est-à-dire conformé, de sorte que, évidemment, ils puissent progresser avec facilité dans le milieu aquatique. Les membres étaient transformés en nageoires dont la surface était augmentée par hyperdactylie, c'est-à-dire augmentation du nombre des doigts. Donc, suivant les espèces, on pouvait avoir 1 ou 2 doigts supplémentaires, et par hyperphalangie, c'est-à-dire augmentation du nombre des phalanges, et ce nombre pouvait atteindre 30 phalanges par doigt. Donc, vous voyez, ici, ça aussi, c'était des caractères d'adaptation à la nage. Vous avez les mains, les membres, qui étaient élargis par hyperdactylie, mais allongés aussi par hyperphalangie. Les phalanges, ce sont ces pièces osseuses qui sont constitutives des doigts. Et donc, quand vous avez le nombre de ces pièces qui augmente, on a une hyperphalangie. Et quand vous avez le nombre de doigts qui augmente, ça élargit les mains et vous avez une hyperdactylie. Bon, l'hyperdactylie est souvent aussi observée chez l'homme. Quelquefois, il y en a qui présentent. Normalement, on est des pentadactyles, c'est-à-dire on a 5 doigts. Mais quelquefois, il peut apparaître des individus avec 1 ou 2 doigts supplémentaires. Donc, il peut y avoir une hyperdactylie. Mais ça, c'est anormal. Mais ça peut être justifié par la génétique. Et enfin, vous avez la sous-classe des Euryapsidés. La sous-classe des Euryapsidés renfermait, bon, pour la sous-classe précédente, vous avez aussi les exemples. Vous avez Ichthyosaurus. Ichthyosaurus, là aussi, vous avez l'animal qui est là et dont les caractères correspondent aux caractères de la sous-classe. Alors pour les Euryapsidés, qui est la dernière sous-classe de reptiles, ces Euryapsidés présentent une paire de fosses temporales. C'était des reptiles marins, mais qui sont tous fossilisés actuellement. Ils avaient un cou très long, les membres étaient adaptés à la vie aquatique, mais peu modifiés. Ils présentaient une hyperphalangie, c'est-à-dire un nombre de phalanges important, mais chez les formes plutôt les plus évoluées, mais sans hyperdactylie. Et comme exemple, nous avons les genres Plesiosaurus et les genres Mosasaurus. Donc vous voyez ici, les genres Plesiosaurus dont la taille était comprise entre 8 et 10 mètres, et les genres
Mosasaurus qui pouvaient faire dont les espèces pouvaient faire entre 10 et 15 mètres. Voilà quelques informations sur les reptiles. Bon, c'est pas difficile, je sais que j'ai beaucoup parlé. Mais ce que j'ai voulu montrer, simplement, c'était que ouais, les taxons sont apparus avec le temps. Hein. Il y a certains taxons qui apparaissent, qui survivent pendant un certain temps et ensuite qui disparaissent. Et d'autres vivent un peu plus longtemps. Mais déjà, on voit bien qu'il y a un certain ordre dans la succession. Hein? Tout n'a pas été créé simultanément, mais c'est des apparitions successives de groupes. Et chaque groupe, évidemment, a sa longévité, sa période de vie. Et après, il y a d'autres groupes, certains ont coexisté et sont apparus depuis assez longtemps, et qui sont encore dans la nature actuelle, qui continuent. Bon, je ne sais pas maintenant pour combien de temps encore, mais il y a des groupes en tout cas qui ont une longévité assez importante. Alors ces reptiles ont été florissants dans le Trias, dans le secondaire. Actuellement, il y a encore des reptiles sur la Terre, mais cette faune est très appauvrie. Les reptiles sont affranchis du milieu aquatique, mais on peut trouver encore dans le milieu aquatique des reptiles. Mais on interprète la présence des reptiles en milieu aquatique comme un retour. On considère qu'il s'agit d'un retour à la vie aquatique. Mais ce sont des animaux qui, normalement, peuvent évoluer sans difficulté particulière en milieu terrestre, sec. Vous avez l'exemple des chéloniens. L'exemple aussi, parmi les serpents, vous avez les boïdés. Hein? Les boïdés, il y a en général parmi les boïnés et les pythoninés des exemples en milieu aquatique. Vous avez aussi le rhinocéphale qui est très inféodé à l'eau. Donc, il y a aussi les crocodiliens. Vous voyez, il y a quelques exemples de reptiles que l'on trouve encore dans le milieu aquatique. Alors les reptiles actuels, vous voyez, c'est deux grands groupes, deux grands ensembles. Il y a les crocodiliens et les non-crocodiliens. Et parmi les non-crocodiliens, je pense que c'est intéressant de voir surtout les sauriens et les ophidiens. Les sauriens, c'est là que vous avez les agamidés, les géconidés, les caméléonidés, les varanidés, les syncidés, les lacertinidés, etc. Et puis les ophidiens, les typhlopidés, les leptotyphlopidés, les boïdés, les colibridés, les élapidés et les vipérides. Donc il faudra essayer de revoir ça, cette partie-là. « 32, 33. Bon, et donc, on va toujours continuer notre promenade. Et donc, après
les reptiles, en montant l'échelle évolutive des vertébrés, on va tomber dans les oiseaux. Bon, les oiseaux aussi, je vous ai présenté 2 planches. Et sur ces 2 planches, je présente le bec. Ce sont les caractères du bec et des pattes. Alors les caractères du bec et des pattes, ça renvoie au milieu, surtout les caractères des pattes, ça renvoie au milieu de vie, et les caractères des becs renvoient un peu au régime alimentaire. Quand on voit la conformation du bec, on peut déjà imaginer à quel régime alimentaire on pourrait avoir affaire. Bon, les pattes aussi, est-ce que c'est des animaux adaptés à la vie en milieu aquatique, ou bien est-ce qu'ils sont adaptés à la vie en milieu terrestre? Donc déjà, il y a ces aspects-là qui sont importants à savoir déjà dans cette systématique. Alors les oiseaux aussi se sont détachés des reptiles de l'ordre des saurischiens. De la sous-classe des archosauriens à la fin du Jurassique, il y a 200 millions d'années. Donc quand on compare les saurischiens, ils avaient un bassin de type oiseau. Donc on pense que les saurischiens seraient un peu le groupe ancestral. Donc c'est le modèle qui a été conçu avant le modèle oiseau. De nombreux caractères les rapprochent des reptiles. Donc j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait un lien phylogénétique, et vous avez ici un certain nombre de caractères qui semblent le confirmer. Alors vous avez les écailles cornées épidermiques sur les pattes. Il y a une persistance de l'articulation carré articulaire. Carré articulaire, ce sont aussi des pièces osseuses. Il y a l'une qui est située sur la tête, sur le crâne, c'est le carré, et l'articulaire est située sur la mandibule, donc la mâchoire inférieure. Il y a persistance aussi d'un condyle occipital et d'un ocellé, la columelle, dans l'oreille moyenne. Donc ça, tout ça, c'est des caractères que les oiseaux partagent avec les reptiles. Donc, qui montrent bien la parenté phylogénique. Leur classification date du Crétacé. Donc, on est à la fin, diversification à partir de la fin du secondaire. Les principaux caractères, bon ça aussi, voilà tous ces oiseaux que j'ai présentés ici, tous les ordres, avec les becs, les pattes, etc., ils ont en commun quelques caractères que je suis en train d'énumérer. Alors en ce qui concerne la fonction de relation, on va parler du tégument, du squelette, de la musculature, du système nerveux et des organes d'essence. Pour l'appareil, la fonction de nutrition, vous avez l'appareil digestif, respiratoire, l'appareil circulatoire et peut-être l'appareil urinaire. Et enfin, vous avez la fonction de reproduction qui est représentée par l'appareil reproducteur, l'appareil génital. Alors d'abord pour le tégument, ici, chez les oiseaux, pas de glandes sudoripares, pas de glandes sébacées. Les seules glandes assimilables aux glandes sébacées, ce sont les glandes uropygiennes. Et comme Fanner, les glandes uropygiennes, ce sont des glandes situées dans la partie du corps portant les plumes de la queue. Vous avez les plumes de la queue qui sont insérées sur une certaine partie du corps qui présentent les glandes uropygiennes. Ce sont les glandes uropygiennes qui sont à ce niveau-là. Oui. Le rôle de ces glandes, bon, en général, je pense que c'est un rôle
un peu dans la reproduction. Hein, il y a des sécrétions. Hein, donc, et en général, c'est des sécrétions odorantes et qui auraient un effet attracteur sur les partenaires. Hein. Bon, ça a aussi un petit rôle de lubrification du plumage. Hein. Souvent, vous avez les oiseaux qui peuvent frotter le bec sur ces glandes et ensuite qui nettoient leurs plumes. Hein. Ça rend un peu lisse le plumage. Alors donc, il y a, bon, ici je parle de glandes sudoripares, de glandes sébacées. Ce sont des glandes qui n'existent pas encore ici, mais qui se mettront en place chez les mammifères. Donc, vous voyez, c'est des glandes qui apparaissent ultérieures. Donc, pour l'instant, les glandes sudoripares qui produisent la sueur n'existent pas chez les oiseaux. Donc, l'oiseau peut parcourir des milliers de kilomètres, mais il ne sue pas. Hein, il n'y a pas de sueur. Les seules glandes, donc, assimilables à des glandes sébacées, sont les glandes uropygiennes. Et comme phanère, on note la présence d'écailles cornées épidermiques au niveau des pattes, d'étuis cornés au niveau du bec et de plumes sur tout le corps. Et la présence de plumes, évidemment, leur confère l'homéothermie, c'est-à-dire la capacité à garder la température corporelle à une valeur constante, quelles que soient les variations de température du milieu ambiant. Le squelette des oiseaux est caractérisé par sa légèreté due à des os pneumatiques. Bon, là aussi, c'est un caractère qu'on avait retrouvé dans les reptiles volants, hein, les os pneumatiques, c'est-à-dire sans moelle osseuse. Les membres antérieurs sont transformés en ailes avec 3 doigts rudimentaires. Les doigts 1, 2 et 3 correspondant respectivement au pouce, à l'index et au majeur. Les membres postérieurs présentent chacun les doigts 1, 2, 3, 4, une articulation au milieu du tarse comme chez les reptiles, mais les éléments proximaux du tarse se soudent au tibia qui devient un tibiotarse, tandis que les éléments distaux s'unissent au métatarse qui devient un tarsométatarse. Le sternum est très large, généralement muni d'une carène. Carène ou bréchet, c'est la même chose, sur laquelle s'insèrent les muscles pectoraux du bas. Bon. Les oiseaux ont un sternum. Ils ont un sternum, c'est-à-dire qu'ils présentent une pièce ventrale du squelette qui réunit ventralement les côtes. Il y a une pièce ventrale du squelette qui va réunir ventralement les côtes. Alors, il y a sur le sternum souvent une petite saillie, une excroissance qui est cette excroissance, on l'appelle un bréchet. Il y a des oiseaux qui présentent le bréchet et d'autres qui ne le présentent pas. Ils ont tous un sternum, mais dans certains cas, le sternum il est plat, il n'y a pas d'excroissance, il n'y a pas de bréchet. Dans d'autres, vous avez cette excroissance qui est le bréchet. En général, les oiseaux sans bréchet sont des oiseaux coureurs. Hein, ce sont les autruches, les cassoirs, les nandous, etc. Et ils sont incapables en général de voler. C'est des oiseaux coureurs. Les autres qui présentent un bréchet, c'est-à-dire cette excroissance ventrale du sternum, et contre laquelle vous avez la musculature pectorale, ces oiseaux en général sont de grands voiliers. Ils sont capables de voler sur de longues distances. Il y a certains qui quittent l'Europe et qui viennent jusqu'en Afrique. Hein? Donc je vous avais déjà parlé du parc des oiseaux du Duc. Hein? Le parc des oiseaux du Duc est un parc, un endroit de rencontre de plusieurs espèces d'oiseaux provenant de différents pays. Il y a certains qui viennent d'Europe tous les ans. Il y a d'autres aussi qui viennent d'autres pays africains. Et chaque année, ils se retrouvent dans le cadre de chacun avec ses préoccupations spécifiques.
Et donc, il y en a qui viennent s'alimenter pour repartir, d'autres qui viennent s'alimenter pour se reproduire et ensuite qui repartent, etc., etc. Mais c'est des oiseaux qui, en général, qui présentent un bréchet, c'est-à-dire l'excroissance ventrale du sternum contre laquelle vous avez la musculature pectorale. Et je pense que tout le monde, certainement, a pu prendre connaissance de l'existence de ce bréchet. Si vous avez eu à manger du poulet, vous savez déjà que la musculature est particulièrement développée au niveau des cuisses, mais aussi au niveau de la poitrine. Alors la musculature pectorale, elle est appliquée sur le sternum et le bréchet. Le bréchet correspond à l'excroissance ventrale du sternum. Tout le monde connaît le bréchet, je crois. Sinon, vous me préparez un poulet, vous m'invitez pour que je vous montre à quoi ça correspond. Bon, les doigts des pattes sont numérotés. En général, on utilise des chiffres romains pour numéroter les doigts. Normalement, vous avez sur les membres postérieurs 4 doigts. Ces 4 doigts sont numérotés de 1 à 4. Le doigt numéro 1, c'est le doigt postérieur. C'est le pouce. Et ensuite, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre normale, on va rencontrer les doigts 2, 3 et 4. Donc on tourne en sens dextre, c'est ça? En tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre qui tourne normalement, qui tourne comme ça. On va rencontrer les doigts 2, 3 et 4. Donc si vous prenez la planche 2, vous voyez, pour le barbu par exemple, vous voyez le barbu, l'exemple du barbu, au niveau de la patte de barbu, vous voyez il y a des numéros 1, 2, 3 et 4. Le numéro 1, normalement, correspond au doigt postérieur, c'est-à-dire le pouce. Après, il y a l'index, le majeur. Alors dans ce cas, dans le cas du barbu, ce sont les doigts 2 et 3 qui sont dirigés vers l'avant et les doigts 1 et 4 sont dirigés vers l'arrière. Dans le cas du barbu, vous avez les doigts 2 et 3 qui sont dirigés vers l'avant et les doigts 1 et 4 sont dirigés vers l'arrière. On retrouve aussi ces mêmes particularités chez le perroquet. Vous voyez, quand on voit la patte ainsi conformée, c'est une patte qui est conformée, qui est adaptée à la préhension. Qui est adapté à la préhension. En général, c'est une patte qui peut prendre une branche et ainsi l'animal va rester en perché. Avec donc les doigts 2 et 3 dirigés vers l'avant et les doigts 1 et 4 dirigés vers l'arrière. Donc ça permet de prendre des branches. Bon, quelquefois, vous avez les 3 doigts, c'est-à-dire les doigts 2, 3 et 4 qui sont dirigés vers l'avant et le pouce dirigé vers l'arrière. Quelquefois aussi c'est ça. Vous avez le tac, on peut avoir, bon je schématise, ça c'est le doigt 1 et en tournant comme ça,
Bon, on peut avoir les doigts 1 et 4 dirigés vers l'arrière, 2 et 3 dirigés vers l'avant. En général, c'est des oiseaux adaptés à l'appréhension. Mais quelquefois, on constate que ce sont ces 3 doigts-là qui sont dirigés vers l'arrière, celui-là vers l'arrière, plutôt vers l'avant, celui-là vers l'arrière. Ça, c'est le cas le plus fréquent. C'est des oiseaux en général qui sont adaptés à la marche, qui ont les 3 doigts, vous verrez ça chez les poules, les coqs, etc. 3 doigts orientés vers l'avant, ce sont les doigts 2, 3 et 4, et le doigt numéro 1 qui est le pouce, orienté vers l'arrière. Mais il peut arriver aussi des cas où ce sont les 4 doigts qui sont dirigés vers l'avant. On peut avoir les 4 dirigés vers l'avant. Auquel cas, on parle de panprodactylie. Pan, ça veut dire tout. Donc, c'est tous les doigts qui sont dirigés vers l'avant. Les jeux panafricains, c'est des jeux qui concernent un peu tous les Africains. Donc ici, c'est une panprodactylie, c'est-à-dire quand on a les 4 doigts dirigés vers l'avant. En général, ceci est observé chez les oiseaux grimpeurs. Les oiseaux qui grimpent, qui s'accrochent sur les troncs d'arbres et qui font du grimper. Vous avez en particulier, ici à côté du barbu, vous avez un oiseau qui est là, accroché sur un tronc d'arbre, le pic. Mais en général, les oiseaux qui sont adaptés au grimper, ils ont les 4 doigts dirigés vers l'avant. Vous voyez, en regardant seulement la conformation des doigts, on peut déjà savoir à quel type d'adaptation on a affaire. Donc vous voyez, il y a des adaptations à la préhension, au grimper, à la marche. Mais on peut aussi avoir des palmures. Quand vous prenez la planche numéro 1, il y a une membrane qui peut apparaître entre les doigts. Quand il y a une membrane comme ça qui apparaît, c'est une indication d'une adaptation à la vie en milieu aquatique. Alors, dans certains cas, la membrane va relier les 3 doigts que vous avez ici. Donc, c'est ce que l'on observe dans le cas du pingouin, de l'albatros. Bon, c'est des figures que vous avez ici. Dans le cas du pingouin, dans le cas de l'albatros, mais aussi dans le cas des mouettes et des sternes. Vous voyez, il y a une patte qui est à cheval entre ces 2 bouts, entre les mouettes et les sternes. Les mouettes et les sternes qui appartiennent à l'ordre des lariformes. Vous voyez la patte, les 3 doigts antérieurs qui sont réunis par une palmure. Donc ça, c'est un exemple d'adaptation à la vie en milieu aquatique. Mais si vous prenez le cas du pélican, qui fait partie de l'ordre des pélicaniformes ou estagonopodes, vous avez ici, ce sont les 4 doigts. Ce sont les 4 doigts qui sont réunis par une palmure, dans le cas du pélican. Donc vous voyez que tantôt ce sont les 3 doigts antérieurs qui sont réunis par une palmure de pouce et libre, tantôt ce sont les 4 doigts qui sont réunis. Je te rappelle après.
Vous voyez. Donc tantôt ce sont les 3 doigts antérieurs qui sont réunis par une palmure. Qu'est-ce qu'on fait? Je te rappelle après. Non, je te l'avais dit, il faut attendre que je t'appelle. Donc voilà, il y a 3 doigts antérieurs réunis par une palmure dans certains cas. Dans d'autres cas, vous avez les 4 doigts qui sont réunis par une palmure. Mais on peut aussi observer cette autre situation. C'est-à-dire qu'ici, chaque doigt peut avoir sa palmure propre. Chaque doigt peut avoir sa palmure propre. Vous avez l'exemple des grèbes qui sont des collembiformes. Dans le cas des greffes, c'est cette situation qu'on a. Chaque doigt a sa palmure propre. Bon, quelquefois, la palmure, elle est plus ou moins longue, mais on peut avoir aussi la palmure seulement limitée à la base des doigts. Des doigts. C'est en particulier le cas des ardéiformes, les hérons. Les hérons présentent des palmures, mais les palmures sont limitées. Sont divisées ici. Mais dans tous les cas, le fait d'avoir des palmures indique l'adaptation à la vie en milieu aquatique. Donc c'est des oiseaux en général qui savent nager. Et plus la palmure est développée, plus l'oiseau est adapté à la nage. Maintenant, alors ce doigt postérieur, il peut être inséré différemment. Tantôt, il est légèrement au-dessus, parce qu'ici les doigts là peuvent avoir le même niveau d'insertion ici, sur le tarse. Mais celui-là, qui est le pouce, il peut être inséré un peu au-dessus. Quelquefois, il est inséré au niveau, à la base. Ça aussi, c'est des situations qui existent. Vous voyez, dans le cas des caradriiformes, les vanneaux, les grues, etc., vous voyez que ce pouce, il est au-dessus de ce plan horizontal. Quelquefois, les 4 doigts sont sur le même plan horizontal. Quelquefois, ce sont les 3 doigts ici antérieurs, 2, 3 et 4 qui sont sur le plan horizontal et le pouce est en position légèrement au-dessus. Donc vous voyez, la patte permet quand même de voir au niveau des oiseaux différentes adaptations. Bon, au niveau du bec aussi, on peut observer qu'il y a différents régimes. Il y a certains becs qui sont pointus, d'autres qui sont constitués de plusieurs pièces juxtaposées, avec la partie supérieure qui est très recourbée et généralement des becs très forts,
c'est des situations qu'on observe en général chez les oiseaux carnivores. Les oiseaux carnivores, vous avez déjà l'albatros, vous avez aussi le cas des falconiformes, c'est-à-dire les charognards, les milans. Vous voyez la forme du bec. C'est un bec qui est très robuste, avec plusieurs pièces constructives et qui est très recourbé à l'avant. Donc ça, c'est pour déchirer la chair des victimes, des cadavres. Donc ce sont des oiseaux carnivores en général. D'autres ont un bec très, très allongé, avec une pointe du bec aussi qui est assez plus ou moins fine. Et vous avez le cas particulier du héron. Donc ce sont des animaux qui essaient de fouiller la vase pour déterrer les animaux enfouis, pour se nourrir de ces animaux enfouis dans la vase. Eux aussi, ils ont des becs assez longs et pointus. Vous avez les hérons, et vous voyez les hérons qui sont inférieurs à l'eau, ils vont creuser la vase pour déterrer les animaux enfouis. Vous avez aussi le cas des sternes et des mouettes. Les sternes et des mouettes ont des pattes aussi palmées, mais vous avez aussi la morphologie du bec, qui renvoie aussi à un mode de vie. Eux aussi, ils déterrent les animaux qui sont enfouis dans la vase. Alors, pour tous ces oiseaux, on constate aussi que les yeux sont latéraux. C'est-à-dire qu'il y a un œil sur le côté droit de la tête et un autre sur le côté gauche. En général. Et les deux champs visuels, normalement, se recoupent. Alors, ça fait que quand on vient par devant, on peut être observé par l'oiseau, on peut être vu par l'oiseau. Quand vous avez la poule, le coq, etc., si vous avancez vers l'animal, il vous voit. Parce que le champ, si vous venez par devant, les deux champs visuels du côté droit et du côté gauche se recoupent, et donc vous venez dans le champ de référence, dans le champ d'interférence. Donc il va vous voir dans ce champ-là. Si vous venez du côté gauche ou du côté droit aussi, il peut vous voir. Donc c'est vrai que chez les oiseaux, il y a un œil sur le côté droit, un autre sur le côté gauche, mais les deux champs visuels aussi se recoupent à l'avant, et donc quel que soit le côté par lequel on arrive, l'oiseau peut apercevoir l'individu. Mais il y a le cas particulier des hiboux, les hiboux. Ici, on a cité l'exemple de l'effraie. C'est un exemple parmi les hiboux. Les hiboux, en général, ils ont les yeux sur la face, comme chez les humains et les primates en général. Au lieu d'avoir les yeux latéraux, comme chez les autres oiseaux, ici, les hiboux ont les deux yeux sur la face. Sur la face. Donc, ils ont un peu la même configuration que les primates. Bon, la plupart des oiseaux présentent des ailes très développées et sont capables de voler sur de longues distances. Mais d'autres ont des ailes antérieures qui sont très courtes. C'est le cas en particulier des manchots. Vous voyez ici l'oiseau que vous avez là, qui a une station verticale. Il présente des ailes
mais c'est des ailes très courtes, on dirait des moignons d'ailes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle des manchots. Des manchots, c'est comme s'ils étaient amputés de leurs membres. Eux, ils ne sont pas capables de voler, mais ils sont capables de nager, et ce sont d'admirables nageurs. Donc c'est des animaux qui sont très adaptés à la vie en milieu aquatique. Et si vous regardez les pattes, les membres postérieurs, les doigts aussi, présentent des palmures. Ils utilisent leurs membres antérieurs pour nager. Pas pour voler, mais pour nager. Mais par opposition aux autres, les autres, la plupart des autres oiseaux, ils savent utiliser leurs ailes et voler. Et plus ces ailes sont longues, plus l'oiseau est capable de voler. Vous voyez, les autruches, ils peuvent voler sur des milliers de kilomètres parce que les membres antérieurs, les ailes, sont très développés. C'est comme quand pour les membres postérieurs aussi, plus ces membres sont longs, plus l'animal est adapté à la marche. En général, les Sahéliens, ils sont plus adaptés à la course et à la marche que les autres qui sont, par exemple, les hommes de forêt. Les Gabonais, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais en général, ils sont plus courts, de taille plus courte que les Sahéliens. Et donc, je pense que pour la course et pour la marche, les Sahéliens sont plus adaptés que les Gabonais, les Congolais, qui sont en général de taille plus petite. Du fait du milieu de vie. Bon, j'ai parlé des manchots, vous avez aussi d'autres exemples de manchots ici, qui ont donc les membres antérieurs qui sont devenus des palettes natatoires. Mais vous avez aussi ici le kiwi. Le kiwi, c'est un autre oiseau. Mais lui, il n'est pas capable de voler. Il a le corps couvert de plumes, ce qui fait qu'il appartient au groupe des oiseaux. Il a une homéothermie, c'est-à-dire qu'il peut garder sa température corporelle. Mais lui aussi est incapable de voler. Mais par contre, il est capable de course. Il est capable de courir. Donc c'est un oiseau qui est adapté à la course. Je vous ai présenté le kiwi ici parce que c'est une espèce aussi qui est très menacée. Très menacée. Parce que c'est le fait de ne pas pouvoir courir justement qui a été un handicap, qui est un handicap pour cet oiseau. Il peut être attrapé par les tours suivants. S'il s'est volé, il serait parti dans les airs et donc il aurait échappé. Mais comme il ne sait pas voler, il ne sait faire que courir, donc souvent il est attrapé. Et donc c'est une espèce qui est très menacée. En général, c'est une espèce australienne. Et c'est le kiwi là qu'on met sur les boîtes de cirage en général. Ça c'est une sensibilisation qu'on fait pour la protection de l'espèce. Le kiwi. Mais il y a d'autres espèces aussi qui sont des oiseaux coureurs, comme les autruches, les émeus, les nandous, les cassoirs, etc. sont aussi des oiseaux coureurs. Ils ne savent pas voler. Et quand on ne sait pas voler en tant qu'oiseau, on est très vulnérable. Et donc ça fait que ces groupes-là sont des groupes qui sont actuellement protégés. Voilà un peu quelques caractères, quelques aspects sur lesquels je voulais attirer votre attention sur les oiseaux. Alors pour la musculature,
chez les oiseaux, il y a les muscles pectoraux. Les muscles pectoraux, c'est les muscles de la poitrine qui sont très développés et qui permettent le vol. Les muscles des pattes sont disposés de telle façon que l'oiseau puisse se tenir perché sans se fatiguer. Pour le système nerveux, on constate qu'il y a une prédominance des hémisphères cérébraux lisses. La masse du cerveau est supérieure à celle des reptiles. Les tubercules bijumeaux et le cervelet sont généralement bien développés. Pour les organes de sens, dans le cas des oiseaux, vous avez l'olfaction et le goût qui sont peu développés. L'oreille externe présente un conduit auditif. L'oreille externe est une acquisition des homéothermes. Vous voyez, on n'avait pas encore d'oreille externe. L'oreille était simplement réduite à sa partie interne dans le groupe antérieur. Donc, chez les agnates, les poissons et les reptiles, l'oreille est simplement réduite à sa partie interne. On a une oreille interne. Mais vous voyez, avec le temps aussi, l'oreille, lui, se perfectionne. Et donc ici, chez les oiseaux, on va voir apparaître, en plus de la partie interne, on va voir apparaître une oreille externe. L'oreille externe, ici, il va être constitué d'un conduit auditif. Mais quand on va aborder les mammifères, en plus du conduit auditif, on va avoir un pavillon. Un pavillon, c'est ça, cette partie-là. Quand vous voyez ça, chez un animal, c'est un mammifère. Donc ça complète un peu l'oreille externe. Mais quand vous voyez ça aussi, c'est que le mammifère ne peut pas pondre des œufs. Le pavillon, quand il existe, ça indique un mammifère, mais ça indique aussi une impossibilité de pondre d'œufs. Il y a des cas extrêmes, en particulier entre les oiseaux et les mammifères. Il y a le groupe de transition qui est celui des ornithorynques et des échidnés. Bon, ceux-là, ils pondent des œufs. Mais en dehors de ces ornithorynques et des échidnés qui sont des groupes intermédiaires entre les oiseaux et les mammifères, tous les autres mammifères qui sont des eutériens en général, les eutériens ne pondent pas des œufs, mais font ce qu'on appelle chez les femelles la ponte ovulatoire. On ne pond pas des œufs, mais on pond des œufs. Alors, les organes de sens. Donc ici, l'oreille externe est une acquisition des homéothermes et chez les oiseaux, il y a un conduit auditif. L'oreille interne se complique, elle est presque l'équivalent de celle des mammifères. Alors la vue atteint une grande perfection, les yeux sont gros par rapport au volume total de la tête, ils ont un grand champ visuel, la rétine est très sensible et certains oiseaux possèdent une deuxième fovea qui améliore leur puissance visuelle. Fovea ou tache jaune, je pense que vous connaissez tout ça. Alors vous avez quelques exemples de l'aigle, la buse, les hirondelles, les martins pêcheurs, les sternes, etc. Donc ce sont des oiseaux qui présentent une rétine particulièrement sensible et sur laquelle nous avons deux fovea, des taches chaudes. Donc c'est des points de concentration de beaucoup de cellules nerveuses, de beaucoup de cellules visuelles. En ce qui concerne la fonction de nutrition, vous avez d'abord l'appareil digestif. Cet appareil digestif qui comporte une bouche avec un bec. La bouche est suivie de l'œsophage et cet œsophage présente sur son trajet une vaste dilatation qu'on appelle le jabot. Et le jabot dans lequel vous avez une accumulation des aliments ingurgités. L'estomac, à la suite donc du jabot, de l'œsophage, vous avez l'estomac, et cet estomac comporte un ventricule subcenturier glandulaire qui sécrète les sucs digestifs, suivi d'un gésier musculaire qui broie les aliments avalés tels quels.
À la suite de l'estomac, vous avez l'intestin. L'intestin qui porte 2 sécomes, plus ou moins longs. Et cet intestin arrive dans le rectum, qui s'ouvre dans le côlon. Bon, ça, c'est les éléments classiques d'un tube digestif. Bon. Évidemment, il y a des appareils, des glandes qui sont annexées à l'appareil digestif, au tube digestif. C'est le foie, le pancréas et la rate. Ça existe. Vous verrez à la dissection ces glandes annexées au tube digestif. Mais en général, pour le tube digestif, il y a d'abord un jabot. Et normalement, c'est le contenu du jabot qui est offert en offrande aux femelles lors des paradipsiades. Vous avez vu peut-être les pigeons. Ça, c'est particulièrement remarquable dans nos habitations. Si vous avez des élevages de pigeons, souvent, vous voyez, il y a des paradipsiades en prélude à l'accouplement. Et ensuite, les mâles qui offrent le contenu de leur jabot aux femelles. Après, il y a ce qu'on appelle le gésier. Le gésier, c'est un peu le moulin. C'est le moulin à mille dans cet appareil digestif. Et c'est dans ce gésier que les grains qui sont avalés tels quels vont être broyés. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. Pour ce qui concerne l'appareil respiratoire, on a des poumons avec une structure tubulaire et des sacs aériens. L'appareil respiratoire des oiseaux est le plus efficace pour les échanges gazeux chez les vertébrés, donc il a un rendement supérieur à celui des mammifères. Il présente un organe vocal qui est le syrinx, situé à la bifurcation des bronches. Donc c'est grâce au syrinx qu'on peut entendre le chant des oiseaux. C'est l'organe du chant. L'appareil circulatoire, ici la séparation entre les oreillettes et entre les ventricules est complète. Il y a une seule crosse aortique qui persiste, c'est la droite. Bon, ça, on verra tout ça en anatomie comparée. L'appareil urinaire, ici les reins de l'adulte sont des métanéphros. Donc on avait déjà évoqué le fait que c'est à partir du reptile qu'on a les métanéphros, qui est le rein fonctionnel de l'adulte, qui déverse l'urine dans le cloaque par les urétères. On n'a pas de vessie urinaire. L'urine, extrêmement épaisse et riche en acide urique, se mêle aux excréments. Donc ici, on n'a pas encore de vessie urinaire, mais la vessie urinaire, après, va apparaître chez les mammifères. Vous voyez, on est dans un processus d'organisation de plus en plus perfectionné des différents appareils au fur et à mesure qu'on évolue. Alors, pour l'appareil génital, chez le mâle, les testicules sont internes et appliqués contre les reins. Généralement, pas de pénis. Je dis bien généralement, parce que chez les ansériformes, vous avez quelque chose qui a l'air d'être un pénis. Cependant, chez certains oiseaux, la paroi ventrale du cloaque forme un organe copulateur. Chez la femelle, vous avez en général un seul ovaire fonctionnel qui est l'ovaire gauche. L'ovaire droit, en général, est atrophié. Je ne sais pas pourquoi, mais les oiseaux ont 2 ovaires. Un qui est développé, qui produit les ovules, c'est l'ovaire gauche. L'ovaire droit, il reste atrophié. Mais quand on fait une ablation de l'ovaire gauche qui est développé, l'ovaire droit qui était auparavant atrophié va se développer et aussi va entrer en fonction. Mais la présence de l'ovaire gauche inhibe l'activité de l'ovaire droit. Les oiseaux en général sont ovipares, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs, ils produisent des œufs. Les œufs sont de grande taille, ils ont une coquille calcaire et pour se développer, en général, les embryons nécessitent une température voisine de 39 degrés entrecoupée de périodes de refroidissement. Donc quand les œufs sont couvés, vous avez aussi des périodes de récréation, des périodes pendant lesquelles la femelle quitte les œufs pour
prendre une petite récréation. Mais en fait, ceci aussi est une nécessité pour une poursuite normale du développement des embryons. Hein? Parce que quand il y a nécessité d'une alternance de chaud et de froid sur ces embryons pour qu'ils se développent normalement. Et donc, pendant la période de couvaison, il y a un réchauffement et pendant la période de récréation, il y a un refroidissement. Alors, les œufs sont couvés entre 10 et 60 jours, ça dépend des espèces, qui sont dans des nids très variés. Les nids sont très variés et je crois que c'est au niveau des oiseaux qu'on voit les plus grands architectes en ce qui concerne la construction des maisons. Il y en a qui sont particulièrement doués à ça et on est très émerveillé quand on est devant un nid d'oiseaux. Donc, on est vraiment admiratif quand on est devant un nid, certains nids d'oiseaux. On se demande comment ils ont pu faire de telles œuvres. Et le temps, quand on imagine tout le temps et tous les efforts qui ont été fournis pour réaliser vraiment des constructions aussi perfectionnées. Donc, on ne peut qu'être vraiment très émerveillé. Alors, on distingue. En général, les parents soignent les jeunes. Ils apportent des soins aux jeunes. La croissance est rapide et limitée. On distingue les poussins nidicoles qui naissent nus, incapables de marcher et de se nourrir par eux-mêmes, et les poussins nidifuges. Ces poussins nidifuges sont couverts de duvet et capables de marcher ou de se nourrir par leurs moyens propres, et les caractères sexuels secondaires sont généralement bien marqués. Donc, il faut bien retenir les caractères nidifuges et le caractère nidicole. Bon, on va retrouver aussi ces mêmes particularités chez les mammifères. Il y a des jeunes qui naissent et qui sont incapables de se nourrir par eux-mêmes. Donc, les parents doivent apporter les soins. Ça se voit chez les oiseaux, mais également chez les mammifères. Et en particulier chez l'homme, vous avez le petit qui naît, il reste dans son berceau et il faut s'en occuper. Par contre, il y a d'autres mammifères, les porcins, dès que le jeune apparaît, il se précipite de courir. Il se met à courir. Donc lui, déjà, il peut se débrouiller. Donc il est nidifuge. Il y a des nidicoles et des nidifuges, suivant les espèces. Alors il est quelle heure? Je vois que ça s'agit là. Il reste encore 8 minutes. Il reste encore 8 minutes. Bon, je pense que mercredi prochain, j'ai des contraintes, mercredi prochain. Donc, on ne pourra pas se voir mercredi. Parce que le prochain cours, normalement, c'est mercredi. Mais compte tenu d'une petite contrainte, je ne pourrai pas être là. Mais par contre, on pourra se voir le jeudi. Jeudi prochain. Donc, en attendant, portez-vous bien et à plus tard. Non, on se voit jeudi prochain. Vous avez quoi?